Avec le son. Non, ça marche pas. Non, mais avec le bouton. Moi, je pense que c'est. Ça marchait. Ouais, c'est bien. Non, oui. Ne riez pas, il y a quelqu'un qui va perdre son poste. Malheureusement. Monsieur Lubin a trouvé une chaise, c'est parfait. Bon, on ne va pas attendre que tout le monde arrive. Monsieur Lubin va trouver une place très facilement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, du coup, c'est trop fort maintenant. Parce que là, je pense que c'est trop fort pour tout le monde. Je vais quand même vous dire mon discours, mais les autres. Alors, donc, je suis très heureux de vous accueillir dans notre salle polyvalente Marcellin Albert pour notre 4e réunion publique annuelle de présentation du bilan de l'année 2023 et des perspectives pour les prochaines années. Je vous rappelle que dans notre programme de campagne, nous avons pris l'engagement de nous rapprocher. Nous avons voulu plus de transparence, de dialogue et d'écoute. Nous nous sommes engagés à vous associer à nos choix autant que possible et surtout à vous informer régulièrement. En raison du Covid, nos 2 premières réunions de fin d'année étaient sans public et diffusées sur Internet en direct. L'an dernier, retour du public. Et cette année, vous voilà beaucoup plus nombreux. On a sorti, je crois, 3 fois des chaises. Je ne sais plus combien on doit être maintenant, Laurence, peut-être 100 même, je pense. 180. Au départ, 80, on a sorti au moins, je ne sais pas combien de chaises. Alors, donc, du coup, cette année, vous voilà beaucoup plus nombreux, preuve que la formule commence à prendre. Preuve aussi que vous appréciez le contact direct avec les élus du conseil municipal et pour nous, pour toute mon équipe, c'est un réel plaisir de venir vous parler, de vous expliquer nos difficultés, de vous rendre compte des réalisations récentes et des projets que nous envisageons pour les prochaines années. Il est très agréable de constater votre vif intérêt pour les chiffres, pour les projets et l'avenir de notre commune. 2020 était une prise de fonction pour nous. En 2021, nous avons principalement préparé 2 grands projets phares menés en 2022, la rénovation énergétique du groupe scolaire, on en a beaucoup parlé, et la désimperméabilisation de la cour de récréation. Ce soir, nous dresserons un bilan de 2023, et même si vous pourrez constater que nous n'avons pas chômé, je qualifierai quand même cette année d'année de transition. En effet, ces derniers mois, nous avons mis en place une organisation et procédé à de nombreuses études qui nous permettront de réaliser des projets significatifs en 2024, mais aussi en 2025. En toute fin de présentation, nous vous montrerons un planning prévisionnel des principaux travaux. Et avant de partager le verre de l'amitié, vous pourrez naturellement nous poser vos questions. La politique doit être proche des citoyens. Soyez certains que dans toutes nos actions, nous n'avons qu'un seul objectif, servir l'intérêt général de Montbazin et de tous les Montbazinois. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, juste avant de commencer, comme vous voyez, il y a une petite décoration de Noël ce soir, puisque nous avons le week-end de Noël. À partir de demain, un spectacle pour les enfants samedi, je me permets, hein, et un marché dimanche. Donc, je vous invite à venir nombreux. Nous avons des nouveaux exposants, plein d'idées cadeaux. C'est le moment de venir. Voilà. Merci. Donc, je vais commencer un peu ma présentation maintenant. Tout d'abord, parler donc des économies d'énergie et des associations.
il était important de commencer par dire merci aux associations qui ont fait des efforts suite à tout ce que nous avons pu demander. La vie du village est là pour soutenir les associations. Nous sommes là aussi pour les accompagner dans l'utilisation des locaux. Et donc, suite à certaines réductions de dépenses, comme vous le savez, que nous avons dû faire, suite également aux réductions par rapport aux consommations d'énergie, afin que chacun puisse avoir des habitudes à prendre comme à la maison, on va dire. Voilà, donc nous avons accompagné sur ces deux objectifs-là. Donc, nous avons créé un manuel, le guide donc, des bons gestes éco, que les associations ont à disposition. J'espère que tout le monde l'a reçu et que vous l'avez tous lu et que vous l'appliquez. C'est valable pour toutes les salles de la commune. Et cela permet de faire un petit peu des bons gestes qui permettent de faire des économies. Je voulais aussi vous dire, petite parenthèse, c'est qu'il y a au moins 70 activités pour une semaine à Montbazin. Voilà, on va compter, j'ai re-recompté encore ce matin. Il y a beaucoup d'activités. Donc, d'où l'intérêt d'accompagner les associations, mais aussi de veiller, en fait, aux bons gestes éco. Donc, nous avons donc fait demander un gros effort aux associations qui utilisent le complexe sportif. On a limité l'éclairage pour les activités sur le terrain pelousé. Et nous avons également supprimé les douches. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, en fait, les activités sportives n'utilisent plus les douches. Voilà. On a repris un petit peu sur les matchs et avec une association aussi, voilà, on s'est arrangé un petit peu, on s'est adapté en fait par rapport aux besoins, parce qu'on est là à l'écoute quand même, donc on essaye de s'adapter. Voilà, et effectivement, comme je disais, donc les consignes de chauffage à 19. Oui, j'ai duré plus d'une minute. Alors ensuite, la sécheresse. Je commence vraiment par des thématiques qui ne sont pas très sympathiques, je suis désolée, mais c'est la réalité du terrain en fait. C'est qu'à le dire. Voilà, suite aux restrictions, nous avons dû également veiller à accompagner aussi les associations à l'utilisation du pelousé qui a dû être fermé. Je ne vous fais pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Je connais mon sujet, je n'ai pas besoin de regarder si on n'est pas dans l'ordre. Mais il était important en fait de les accompagner puisque les clubs de sport n'ont pas pu utiliser le pelousé. Ils n'ont pas pu commencer leur saison en fin août ou début septembre comme ils l'auront souhaité. Ils ont repris en début de mois. Ils ont repris le 5 novembre même, il me semble bien. Et donc, le terrain a pu être préservé grâce à ça. Il est entretenu, il est surveillé. On a dû également veiller à respecter, bien évidemment. Sinon, on ne fait pas... c'est quand même pas normal, on est bien d'accord. Donc, il a fallu arrêter et limiter l'arrosage du terrain. Voilà pour cette slide-là. On peut passer à la suivante. La saison à la chapelle. Alors, je vais inviter Hélène à venir avec moi parce que c'est souvent les adjoints qui parlent, mais on ne travaille jamais tout seul. Et là, pour le coup, j'ai surtout travaillé avec Hélène. La saison à la chapelle, en fait, oui, parce que elle s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais Montbazin est un relais d'information touristique. C'est-à-dire que nous travaillons avec l'Office du tourisme de notre agglo et nous sommes accompagnés pour l'emploi d'un agent d'accueil qui vient tout l'été, sur une période que l'on décide ensemble. En général, c'est de juin à début septembre. Cette personne a une formation avec l'OTI pour savoir comment accompagner les personnes et quelles informations il est intéressant de donner. Et nous avons également plein de documents d'informations sur notre village, mais aussi sur ce qui se passe aux alentours. Et nous en profitons aussi pour faire une saison à la chapelle, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et c'est là où je vais laisser la parole à Hélène, qui va nous parler de cette saison à la chapelle. Oui, alors nous avons, nous, à Montbazin, la chance d'avoir un patrimoine bâti médiéval qui est de grande qualité, et en particulier la chapelle. Et la chapelle est un lieu qui, depuis qu'il est sacralisé,
est tout à fait propre à recevoir des expositions de peintres, de sculpteurs, de graveurs et de potiers. Et la saison culturelle 2023 a accueilli 9 artistes lors de 6 expositions. Les expositions durent une quinzaine de jours et le public qui s'y est présenté était composé de visiteurs, bien sûr. Il y a eu environ 1200 personnes qui sont passées pour visiter les expositions. Sur ces 1200 personnes, 500 sont venues lors des vernissages qui ont lieu le premier vendredi de chaque exposition. Les autres sont des visiteurs. Alors, quels sont les visiteurs? Ce sont essentiellement des randonneurs qui font le parcours des collines de l'Amour, mais également des visiteurs qui, la plupart, sont des curistes, qui s'éloignent un petit peu du bord de la mer pour venir découvrir le village. Voilà. Alors, la chapelle est tellement aimée que actuellement, ce sont les artistes eux-mêmes qui font la démarche pour venir vers nous. Et la saison 2024 va être programmée très rapidement. Voilà. Et je souhaite qu'il y ait encore plus de Montbazillois qui viennent. Merci. Alors, j'ajouterais sur la saison à la chapelle que ce qui est intéressant, c'est que celui qui passe la porte parce qu'il veut venir voir l'artiste, il est ravi de découvrir cette chapelle, il est ravi d'avoir de la documentation sur ce qu'il peut faire, même s'il habite Montbazin ou les alentours. C'est vraiment gagnant-gagnant, en fait, hein, d'avoir ces deux aspects-là. Et celui qui va venir pour juste une visite touristique ou le randonneur, il est ravi de découvrir les artistes locaux. Retour sur les événements. Alors, on avait envie de faire un petit bilan sur cette partie-là. À Montbazin, il y a beaucoup d'événements. J'entends souvent, à Montbazin, il ne se passe rien. D'accord? Vous aussi, vous l'entendez ça des fois. Voilà, c'est faux. OK? Et quand je dis 70, j'ai marqué en bas plus de 70 événements. Et bien, c'est faux aussi, parce qu'il y en a presque 100, en fait. Et quand je compte les événements, je vais compter les lotos, je vais compter les concerts, les conférences, je vais compter évidemment les événements festifs. Mais voilà, tous les événements que les associations ou que la mairie fait pour du public, pour du tout public. Donc, non, il ne se passe pas rien. Effectivement, on a, nous, la ville-village, à soutenir les associations et on doit se soutenir également dans la documentation, dans le renseignement, dans la communication. C'est un travail qui se fait, voilà, qui est encore à faire, qui sera encore à faire. Mais je tenais quand même à remercier encore une fois toute cette dynamique associative, parce qu'il ne se passe vraiment pas rien. Donc, celui qui dit ça, s'il vous plaît, amenez-le, on va lui expliquer. Alors, je vais terminer par le réseau des médiathèques. À Montbazin, bon ben voilà, il ne se passe rien au niveau livre, presque rien, on va dire. Pas de l'aquarium, hein. Je parle des équipements municipaux. Nous n'avons pas, comme vous pouvez le remarquer, de médiathèque. On a quand même une bibliothèque qui est informelle, mais si vous ne la connaissez pas, passez la porte de la Maison des Sports, parce que ceux qui l'utilisent en sont ravis. Et donc, nous avons demandé à l'AGLO qu'il y ait un règlement quand même de ce réseau des médiathèques à Montbazin. Et l'idée a été trouvée de breveter, hein, c'est la première fois, c'est parce qu'on a demandé ça que c'est arrivé. Finalement, c'est à Mirval que le premier sera posé, donc c'est pas plus mal, au moins ça fait une expérience, ça sera amélioré pour nous. Comme ça. Nous allons avoir un automate de prêt de documents. C'est-à-dire que vous pourrez vous abonner, ou si vous êtes déjà abonné au réseau des médiathèques de notre agglo, vous pourrez récupérer vos livres que vous aurez réservés ou tout autre document avec Internet. Vous irez les chercher. L'automate de prêt de livres sera donc à la Maison des Sports, à l'arrière de la Maison des Sports. Il va y avoir beaucoup de changements dans ce petit coin-là, mais ça, je laisse mes collègues de l'urbanisme en parler tout à l'heure. Et donc, vous pourrez aussi rapporter vos documents. Donc ça devrait se faire logiquement d'ici juillet. On devrait inaugurer cet automate de prêt de livres. Et ce qui est vraiment important pour nous aussi, c'est que comme ça, on va pouvoir accompagner des Montbazinois qui n'ont pas forcément Internet, qui n'ont pas forcément un ordinateur. Ils pourront aussi venir à la Maison des Sports pour le faire, accompagnés par l'agent qui sera présent. Voilà. J'espère qu'on pourra se saisir de cet équipement.
Merci de m'avoir écouté. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je vais être un peu plus discrète et un peu moins bavarde. Je suis pas avec le micro, je suis pas tellement à l'aise. Donc, concernant la délégation école et jeunesse, comme vous le savez, donc on a réalisé de très gros travaux sur l'année 2022 sur l'ensemble du groupe scolaire. Donc, dès la rentrée de janvier 2023, les élèves, les enseignants, les agents et tous les autres intervenants ont pu prendre possession donc des lieux d'une cour végétalisée avec des essences locales, n'est-ce pas? Il y a eu quelques arbres aussi de plantés. Des espaces ludiques ont été créés, des terrains de jeu et des murs d'escalade également. Et il a été mis en place un accompagnement pédagogique avec le CPIE du bassin de Thau pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux. Et plus particulièrement sur les ressources en eau, la biodiversité et la faune locale. Donc voilà, chaque classe a bénéficié de 4 séances d'animation et tout cela a été financé par l'agence de l'eau. Et concernant les bâtiments scolaires donc, qui datent quand même de 1982, les usagers trouvent un réel changement au niveau du confort thermique suite à l'isolation des bâtiments, à la pose de brise-soleil orientable dans chaque classe, pour chaque pièce, et d'une ventilation à double flux. Voilà, beaucoup d'autres choses ont été réalisées, hein, je ne vais pas détailler dans les salles de classe, mais aussi au sein du restaurant scolaire. En fait, on a installé un self-service pour les élèves de l'élémentaire, pour travailler leur autonomie et les préparer à aller au collège ensuite. En 2024, nous devrons relancer le marché cantine et avoir des exigences un peu supérieures en ce qui concerne le pourcentage des aliments bio. Voilà, sur la qualité, c'est important. Et l'autre diapo, merci Franck. Donc ça concerne les préadolescents. Voilà, la création d'un club préado était un de nos engagements de campagne et celui-ci a ouvert en juillet de cette année. L'idée de ce projet est de fédérer, rassembler et impliquer un petit peu la jeunesse montbazinoise de 11 à 14 ans. Ce lieu d'accueil favorise l'entraide, la solidarité et l'apprentissage à la citoyenneté, ce qui n'est pas rien. Cet espace crée une dynamique de groupe pour construire ensemble, donc ils vont construire les règles, les projets, et on espère stimuler la prise d'initiative de certains. Donc il y a un animateur qui est diplômé et qui est dédié, qui assure le bon fonctionnement de ce groupe. Il établit la programmation des activités et les sorties. Cet animateur aussi participe aux échanges et aux réunions qui ont lieu au réseau du club des ados de Thau, le réseau des clubs ados de Thau. Ça réunit les communes de Bouzigues, Poussin, Gijan. Il nous semblait important que Montbazin soit aussi représenté lors de ces réunions. Et une petite dernière information pour conclure. Qui n'a rien à voir avec les ados, mais les responsables de service, les ANSEM et les animateurs ont été formés cet automne-là au PSC1. Le PSC1, c'est une formation de prévention et de secours civique de niveau 1. Voilà, c'est une petite base pour le secourisme en travaillant auprès d'enfants et ça me semblait important de le proposer. Merci. Donc, bonsoir à toutes et tous. Déjà, je suis ravie de vous voir si nombreux. Je ne m'attendais pas à un public si nombreux devant moi. Je suis plus à l'aise avec un micro, mais surtout pour chanter. Pour parler, c'est moins facile. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et de ne pas me mettre devant la diapo. Donc, je vais vous parler de la thématique vie sociale en le focus sur quatre éléments. D'abord, la petite enfance. Ensuite, on parlera de la mutuelle santé communale, avant d'évoquer un chantier d'insertion, puis un projet d'espace de vie sociale. Donc, concernant la petite enfance, on a souhaité développer des réponses en termes d'accueil des petits-enfants selon différentes modalités. Donc, on a soutenu l'installation d'une maison d'assistante maternelle.
On a également contribué à l'installation d'une micro-crèche à Corancey qui nous réserve 2 places pour les Montbazinois, sachant que ces 2 actions-là n'ont pas de coût financier pour la collectivité, mais ça a été un gros travail de partenariat. Il y a bien sûr le réseau des assistants maternels de la commune, qu'on soutient également, on parle notamment du prix de salle et pas que. Et le relais petite enfance, donc ça, c'est en fait une coordination de tous les assistants maternels du Nord Bassin de Thau, qui est financé à la fois par la CAF, le département et les communes adhérentes. Et enfin, donc, la crèche intercommunale qu'on finance en partenariat avec la commune de Gijan. Donc, cette crèche halte-garderie, elle accueille des enfants de Gijan et de Montbazin. Donc, on a fait un gros travail parce qu'effectivement, jusqu'à il y a quelques temps, effectivement, il y avait un déséquilibre entre le nombre d'enfants gijanais et Montbazinois accueillis sur cette structure. On a vraiment beaucoup travaillé à la fois avec la commune de Gijan et puis la direction de la crèche. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un accueil qui est tout à fait satisfaisant, à la fois en termes de qualité, en termes de projet aussi, d'inclusion d'enfants en situation de handicap, d'inclusion d'enfants aussi qui ont des familles qui rencontrent aussi des difficultés sociales. Et donc, on fait un gros travail aussi avec la protection maternelle et infantile grâce à cette garderie, crèche intercommunale à Gijan. Et donc, on est passé d'un budget de 52 000 euros à, aujourd'hui, c'est passé à 28 609 euros, puisqu'on a fait un financement, on a contractualisé une convention avec la CAF qui nous a permis de réduire le coût. Mutuelle santé communale. Bonsoir. Donc, avec l'équipe, on a voulu mettre en place une mutuelle communale. Donc, pour justement aider les personnes à trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, l'objectif, c'était bien sûr de permettre à tous les Montbazinois de bénéficier d'une complémentaire santé au tarif, bien entendu, plus avantageux, sans condition d'âge et sans questionnaire médical. Alors, la modalité se passe avec le partenariat avec Mutéo. Il y a une permanence à la Maison des Sports le 2e mercredi du mois. Donc, elle se déplace aussi chez les personnes si vous le souhaitez. Ce bilan intermédiaire, il y a 3 Montbazinois qui ont été reçus en moyenne par permanence. Les adhérents Montbazinois à cette mutuelle ont une moyenne d'âge de 65 ans. Et donc, il y a une étude comparative personnalisée sans engagement ni incitation. Et nous avons des retours très positifs concernant l'accompagnement, les conseils et le suivi. Et ça n'a aucun coût à la charge communale. Ceci n'est simplement une aide à tous les Montbazinois. Bon, je vais vite, pas me saouler. Donc là, maintenant, un petit focus sur un chantier d'insertion. Un chantier d'insertion, c'est en fait une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, c'est le moyen à la fois d'assurer des travaux pour la commune, avec un coût absolument dérisoire, puisqu'effectivement, toute la main-d'œuvre est prise en charge. Et ça permet de faire des travaux et ça permet surtout de faire travailler des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, on va, à partir de janvier, accueillir ce chantier en partenariat avec Passerelle Synergie, donc avec 12 personnes en insertion qui vont travailler et encadrées par un conseiller d'insertion professionnelle et un chef d'atelier pour réaliser des travaux. Mais du coup, je pense que tu vas en parler après au niveau des colonnades et de la maison des sports. Après, avec un cofinancement, bien sûr, État, département, cette aglopole militaire, je ne sais pas cité. Et donc, un grand projet, en 2024, peut-être 2026 même, donc la création d'un espace de vie sociale. Donc, lors de l'analyse des besoins sociaux, quand on a démarré le mandat, on a fait une analyse des besoins sociaux et ressorti ce besoin en fait d'avoir un lieu qui accueille tous les Montbazinois, un lieu aussi où on peut évoquer tous ces besoins, accéder davantage à ses droits, un lieu où on peut créer du collectif, on peut créer des actions. Et donc on va travailler d'arrache-pied là-dessus. Dès la 2024, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour que des collectifs, des porteurs de projets se positionnent. Une salle sera mise à disposition pour cet espace de vie sociale.
une demande d'agrément sera déposée auprès de la CAF et un financement sera alloué pour cela. Donc les coûts, évidemment, on les a pas, les coûts définitifs, je ne peux pas vous les chiffrer, mais en tout cas, c'est un cours, c'est un projet. Et voilà. Et le dernier truc, c'est qu'on va signer en fait lundi une convention avec, voilà, pour permettre aux personnes qui sont en difficulté sociale et financière de pouvoir être aidées pour le paiement de leurs factures d'eau. Et ça, ce sera à partir de lundi. Les adjoints et conseillers qui ont présenté des slides ne se sont pas présentés. Je pense que peut-être vous les connaissez déjà. Laurence, Sophie, Jocelyne, Marjorie, tout le monde connaît vos délégations, peut-être pas, mais donc les prochaines se présenteront. Moi, je suis maire de Montbazin, je m'appelle José Henri. Donc là, je crois que j'ai une slide que j'ai faite rapidement sur les professionnels de santé pour vous parler de deux sujets. On a une dentiste qui cherche à investir sur Montbazin et avoir son propre local. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec elle pour essayer de l'aider à être propriétaire de son local de travail. Et c'est en bonne voie puisque nous sommes en train d'acheter une parcelle Camille des, comment ça s'appelle ça, Amandier, Camille des Amandiers, donc à côté des pompiers. Donc il y a un terrain en friche qui va appartenir momentanément à la mairie. Nous allons le diviser, nous allons vendre la parcelle de la taille que la dentiste souhaite pour construire un bâtiment tout neuf où nous pourrons aller faire soigner les dents chez notre dentiste montbazinoise préférée, qui est en Montbazin. Voilà. Donc on lui donne un petit coup de main pour s'installer. Vous avez les détails. On n'a pas précisé, mais ne prenez pas de notes là-dessus, on le mettra sur le site internet si vous voulez l'ensemble des détails du PowerPoint. Sur les médecins, je pense que vous avez lu la presse, vous êtes peut-être un petit peu en stress par rapport au départ de Mme Margan. Juste vous indiquer que la mairie a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de créer de l'échange, de la discussion entre les professionnels de santé de Montbazin, entre les pharmaciens, les pharmaciennes, les médecins actuels, M. Azoulay, Mme Margan, qui n'a pas voulu venir à notre réunion le 4 octobre. On a discuté également avec plusieurs personnes qui possèdent des locaux qui pourraient éventuellement accueillir un cabinet médical. Donc la difficulté qu'on a identifiée n'est pas d'ordre foncier, donc il n'y a pas de difficulté de local. Il y a une difficulté de trouver quelqu'un qui a envie de venir travailler pour soigner les patients de Montbazin. Moi, je considère que ce n'est pas tellement de mon ressort de trouver ces médecins-là. Je ne sais pas, il faudrait aller peut-être dans les facs pour aller chercher. Je n'ai pas trouvé pour l'instant le moyen d'aller convaincre quelqu'un. La pharmacie est sur le coup. On avait associé également la CPDS du bassin de Tours et ils ont également fait des films pour essayer de faire venir des médecins sur Metz, sur Sète, etc. On a une grosse difficulté de renouvellement des médecins qui partent en retraite. Donc, je voulais vous en parler parce qu'on a fait ce travail-là le 4 octobre. Derrière, je pense que j'ai d'autres photos pour moi aussi. Alors ça, vous lirez rien là-dessus, mais c'est pour vous dire que la prochaine lettre du maire va sortir dans quelques semaines, le temps qu'elle soit imprimée, de savoir ce format-là à peu près. Vous trouverez à l'intérieur ces documents, la slide d'après, c'est une offre aussi. Donc c'est comme d'habitude, c'est le bilan, enfin, le compte administratif de 2022 et le budget 2023. Ça paraît en fin d'année parce qu'on n'a fait que 2 lettres cette année. C'était aussi un engagement du début d'année, de réduire les coûts de communication. Donc vous aurez ça dans vos boîtes aux lettres prochainement. Tu peux enchaîner. Alors rapidement, un point aussi qui intéresse, on nous avait demandé de faire un point sur la dette. Donc vous constatez que nous avons 8 emprunts à rembourser. Nous payons par annuité 277 000 € chaque année. Il y a 8 emprunts pour un montant global qui dépassait les 4 millions. Lorsque nous sommes arrivés en mairie, il restait 2 600 000 à rembourser. À ce jour, on est à 2 millions, c'est ça. Et en fin de mandat, lorsque nous repasserons, vous demandez de venir aux urnes pour remplacer l'équipe actuelle, nous serons à 1,6 million. La capacité de désendettement, rapidement, c'est cette année, c'est le nombre d'années qu'il faudrait si on ne payait rien d'autre, si on ne payait que la dette. En 7 ans, avec l'argent qu'on arrive à économiser sur notre fonctionnement, nous arriverions à rembourser ces 2 millions qui restent à rembourser à ce jour. Pardon, juste un instant sur les couleurs. 2024, les autres années en bleu et les autres années en vert. 2024, c'est le seul emprunt qui se termine dans le courant de notre mandat, en fin d'année 2024. Ensuite, lorsque nous élirons un nouveau maire, tous,
puisque j'y participerai aussi, et vous aussi. Donc en 2028, 2029 et 2031, celui-ci aura des emprunts qui se termineront. Et ensuite, c'est le mandat d'après que nous terminerons ces crédits-là. Donc 2036 sera le dernier emprunt actuel qui sera terminé. Bon, c'est juste pour dire que les emprunts longs, ça pèse. Donc on en parlera sur la slide suivante. Merci. Alors, un objectif de ne pas créer de nouveaux emprunts pour diminuer l'endettement par personne, pour revenir à un montant des communes de même catégorie que la nôtre. Donc, on a une statistique nationale à 636 € par personne. On y arrivera en fin de mandat, puisqu'avec 1,6 million et 3 000 habitants, ceux qui font des mathématiques, on sera à peu près à plus de 500 €, ce qui nous permettra éventuellement, si on a un très gros projet, de faire un emprunt, mais à partir de 2026 et pas avant, ce n'est pas le souhait de notre équipe. Voilà, donc on pilote. Très bien, ça va avancer. Alors les subventions, c'est notre nerf de la guerre pour nous, hein, donc on va chercher des subventions partout. On monte des dossiers, on essaie d'être le plus présent partout, d'être à l'affût de tout ce qui peut être proposé par des partenaires financiers, quels qu'ils soient. Ils ont déjà été cités par Marjorie tout à l'heure, Sophie aussi. Donc le département, la région, l'État, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Alors oui, dans le mandat précédent, on avait constaté que l'ancienne équipe n'avait pas mobilisé les fonds de concours qui nous tendaient la main à hauteur de 500 000 €. La CLO nous offrait 500 000 € de fonds de concours et l'ancienne équipe n'en a utilisé qu'environ 100 000 €. Ce mandat-ci, on a droit à 562 000. On compte bien les utiliser en totalité, mais pas que. Évidemment, on est allé chercher, comme vous l'avez peut-être, voilà, les projets de l'école qu'a cité Sophie sont à hauteur de 1,6 million. C'est les deux projets cumulés en TTC. Et alors l'enjeu maintenant, je tourne un peu vers notre DGS, c'est l'enjeu quotidien d'aller récupérer maintenant les subventions qu'on nous a promises, car comme vous l'avez vu, Sophie l'a dit, les travaux sont terminés, tout le monde peut en profiter. Donc les entreprises sont payées ou sont en cours d'être payées, puisqu'il y a des facturations qui sont un petit peu tardives. Et maintenant, il faut aller chercher tout ce qu'on nous a promis. Et tout ça, c'est de l'argent dont on a besoin pour aller investir l'année prochaine. Il y a un montant exactement de 526 000 € à récupérer sur les dossiers déjà finis, sur les projets déjà terminés. Et donc, avec cette somme-là, on va l'année prochaine payer de nouvelles entreprises avec de nouveaux projets qui seront présentés en fin de présentation. C'est bon? C'est pas bon. Alors, Anne-Marie Antérieux, conseillère municipale à Montbazel. Bon, d'accord. En plus, je représente Brigitte Cassado. C'est elle qui anime le marché. C'est elle qui a fait tout le boulot de contact avec les commerçants et qui a traduit, comme il fallait, la volonté des habitants de Montbazel d'avoir un marché local. Alors au début, tout allait bien, c'était super, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de commerçants, tout le monde jouait le jeu et on sentait que ça prenait bien. Mais dans un commerce, il faut que le commerçant retrouve ses billes. Or, il n'avait quand même s'il venait des clients, il n'en avait pas assez pour lui se retrouver en équilibre. Donc, au fur et à mesure que le temps avançait, que l'hiver est arrivé aussi là-dessus, que les gens venaient peut-être un peu moins, les commerçants nous ont délaissés. Ils sont partis un à un, l'un après l'autre, et on se retrouve maintenant avec un marché un peu réduit, mais qui marche très bien pour certains produits. Le producteur taille fait merveille, tout le monde l'accompagne et tout le monde aime bien. Vous avez aussi le miel de la famille Edo qui est là régulièrement. Il y a quelqu'un qui vient aussi qui vend des vêtements. Il y a la bibliothèque, la librairie nomade, qui est très attractive et qui rend beaucoup de services à la population qui aime beaucoup lire, parce qu'à Montbazel, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lecteurs potentiels et existants déjà. Donc voilà, ce marché, il sature un peu, mais il faut qu'il continue, parce que c'est quand même important que sur place, on puisse faire ses achats, surtout les dimanches, c'est facile. En famille, on peut se garer aussi facilement, parce que la place, en fait, est ouverte derrière. Et voilà. C'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que ce marché va quand même continuer, même s'il est un petit peu diminué, mais il faut faire son maximum pour que ça revive et que ça soit plus dynamique que ce qu'il est en ce moment quand même. Merci.
Bonjour à tous, je suis Philippe Ferrandeur, je suis conseiller municipal. Je vais vous parler du bâtiment d'ex-pharmacie. La commune a lancé en début d'année 2023 un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des projets avec des services, des activités commerciales pour la population. Donc on a reçu 6 dossiers, plus ou moins solides. Et à la fin, le dossier qui a été retenu, c'est le transfert du tabac. Aujourd'hui, vous avez un bar et un tabac à un endroit. Demain, le bar va rester en place et le tabac va se déplacer dans ce local avec des services supplémentaires. Il faisait déjà le colis, la presse. Il avait un petit coin librairie. Il va faire aussi pressing, formalité de carte grise, des clés, production de clés, des photocopies, et il va aussi s'engager à négocier avec les banques la mise en place d'un distributeur à l'intérieur. Donc ça, c'est pas gagné, et en tout cas, ça fait partie, je dirais, du sujet. Et tout ça pour un loyer, hein. Il ne s'agissait pas de vente de biens. J'ai cru entendre certaines personnes penser que c'était un appel à la vente, pas du tout. C'est une location sous bail. Donc qui va ramener quelques recettes à la commune. Et l'activité postale, c'est important. Et l'activité postale. Alors l'activité postale, aujourd'hui, il y a la poste. Si jamais il devait y avoir plus de poste, parce que c'est quelque chose quand même qui est au-dessus de notre tête, hein, pas que nous, hein, dans toutes les communes, et notamment les petites, ça peut être une solution de repli au niveau du tabac. Mais pour l'instant, on est avec la poste. Alors, le slide suivant. Donc, le groupe de réflexion citoyen. Donc, on a un GRC Tourisme qui continue à travailler. C'est bien ça. Donc, on a avancé, on a fait pas mal de travail sur la réflexion, les enjeux et à la fin un plan d'action. Et aujourd'hui, on travaille avec les services techniques et avec les élus, je parle des citoyens également, sur 3 sujets. La propreté. Alors, vous avez dû voir qu'il y avait eu des poubelles qui avaient été mises en place et des sacs à crottes pour les chiens à différents endroits dans le village. Il y a eu des sensibilisations qui ont été faites dans le journal du mois de mai de la commune. Et là, on travaille actuellement sur des panneaux qui pourraient être humoristiques dans les zones à forte densité de déchets, parce qu'il y a des endroits où c'est pas triste, hein. C'est dommage parce que le village est magnifique et il faut essayer de le garder le plus propre possible. On a, dans le cas du GRC, il a participé aussi au travail qui avait été proposé et réalisé par 3 associations. Donc il y avait la ILJC, il y avait le CRPM et le Forum. Vous avez peut-être vu des plaques sur certains bâtiments actuellement, et voir un cheminement bleu au sol. Il s'agit d'un parcours Montbazin historique. Je vous conseille de le faire. On découvre des choses. C'est fortement intéressant. Dernier point, c'est sur la partie communication et site internet de la commune. Donc là, c'est un travail collectif aussi, citoyens, élus, sur le fait de nourrir un peu plus le contenu du site internet de la commune. Donc c'est un travail collectif qui est en cours. Budget participatif. Vous avez peut-être vu en vous promenant dans le village certaines choses. Il y a une cabane à dons qui a été installée à la rentrée en septembre, qui a été ouverte en septembre. C'était un projet qui avait été proposé par Chris Ngamba, qui est toujours en activité, qui tourne plutôt bien d'ailleurs. Il y a plein de belles choses. Ça se nourrit bien. Il y a des gens qui donnent, des gens qui viennent chercher. Il y a de la vie. Un autre projet qui a été réalisé, c'est dans le passage des colonnades. Il y a une fresque qui a été mise. Ce passage était un peu triste, sombre, enfin pas vraiment joyeux. Il y a eu un travail qui a été fait par une artiste, Lucie Bréard. Ça a été fait cet été.
Et le troisième point, c'est ce que je disais dans la diapo précédente, hein, le support circuit Montbazin historique, qui a été réalisé donc, par ces 3 associations et inauguré fin octobre. Voilà, donc je passe la parole. Ah oui. Bonsoir à tous. Je m'appelle Aurélien Dallos, je suis le premier adjoint de la commune. Avec Stéphane, on va vous présenter 2 projets. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'entrée de la salle polyvalente, il y a eu un gros changement. Est-ce que vous l'avez remarqué au niveau du bar? Il y a un petit panneau qui indique l'énergie solaire. Alors, il n'est pas encore actif, mais on a respecté quelque part notre engagement de campagne qui constituait à installer des énergies renouvelables sur les bâtiments communaux. On a commencé avec un projet d'énergie citoyenne avec la coopérative Envolte-toi, ici même, qu'on a inauguré le 10 novembre dernier. L'idée, c'est vraiment aussi de permettre à tous les citoyens de participer à la transition énergétique. Vous le savez qu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout sur la commune, notamment dans le périmètre classé. Donc, ce projet permettait à chacun de contribuer. On souhaitait aussi prioriser, bien évidemment, les énergies renouvelables sur les bâtiments, sur les zones déjà artificialisées. Et puis, c'est aussi un projet pour relocaliser l'énergie et faire vivre notre territoire. Stéphane va vous présenter les éléments techniques de ce dossier. Oui, les éléments techniques, l'installation photovoltaïque, vous savez comment c'est fait, hein, avec des panneaux solaires et qui sont réinjectés. Enfin, l'électricité est réinjectée, donc ça a été porté par donc une société coopérative citoyenne, Envolte-toi. Et donc l'électricité est vendue. Alors on réfléchissait effectivement à aussi faire de l'autoconsommation, la possibilité d'autoconsommer, c'est-à-dire l'énergie produite, elle peut aller aussi vers des bâtiments de la commune. On pense le faire sur d'autres projets, donc c'est le premier projet. On espère aller évidemment plus loin dans le développement des énergies renouvelables, qui font partie effectivement de la transition écologique énergétique, qui est un des volets indispensables avec la sobriété et l'efficacité. La sobriété, on en a parlé tout à l'heure, l'efficacité, on a fait déjà pas mal de choses, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et voilà, donc c'est des choses qui avancent aussi sur la commune. Donc je sais pas si voilà. Juste dire qu'il y a quand même 71 Montbazinois qui ont contribué au financement de cette centrale photovoltaïque. Ça, c'est quand même assez important à souligner. On a également, et ça a été dit tout à l'heure en remerciant les associations, on a travaillé sur les économies d'énergie, notamment en lien avec la crise inflationniste, la crise du coût de l'énergie qu'on a tous connue. Et quelque part, ça revenait à ce qu'on avait déjà envisagé, hein, de définir, de mettre en pratique des actions d'économie d'énergie au niveau de la commune. Donc, on a mené toute cette campagne de sensibilisation des utilisateurs des bâtiments aux éco-gestes, aux gestes réflexes, et on a évité pas mal de gaspillage d'énergie, et notamment, il y a des chiffres, Stéphane, tu vas nous en parler. Les chiffres, on les donne un petit peu là en bas de cette diapo. On estime l'économie usage, donc effectivement, grâce aux efforts des associations, des utilisateurs des salles, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant, à 28% à peu près entre 2023 et 2022, à l'heure actuelle. Et si on compare par rapport à 2019, on en est actuellement à 49% d'économie d'énergie sur la commune, donc ce qui est quand même assez considérable. Et on peut encore faire mieux. Donc, moi, je demande effectivement à tous les utilisateurs de ne pas baisser les bras. Il faut effectivement continuer un petit peu à faire des efforts sur les usages. Merci Stéphane, c'est très bien, mais on va continuer parce qu'il y a encore des moyens d'économiser l'énergie. Je voulais faire un focus avec vous sur l'animation et l'acquisition foncière. Vous en entendez peut-être parler, la commune a une vraie stratégie foncière. Pourquoi? Pour respecter aussi nos engagements de campagne qui consistaient à préserver les espaces naturels et agricoles et à lutter contre la cabanisation. Donc dans nos objectifs, il y a effectivement la lutte contre la cabanisation, mais il y a aussi la diminution de l'impact du risque incendie. Et bien sûr, l'idée de l'acquisition de parcelles, notamment en milieu naturel, c'est pas de mettre les choses sous cloche, c'est de trouver des usages, et on a commencé à le faire. Si vous avez un chiffre à retenir sur ces acquisitions foncières, c'est 24 hectares. Depuis 2020 et notre prise de fonction, on a acquis 24 hectares par plusieurs moyens, notamment la préemption. La mairie a un droit de préemption, donc on actionne ce levier dès que l'on peut. Les biens vacants sans maître, c'est une opération qui a été financée à 80%
Donc 80% de l'action et des acquisitions ont été financées, c'est assez exceptionnel. Et bien Vacances sans maître, c'est tout simplement des biens sur lesquels on n'a plus d'héritier, en tout cas pas bien identifié, et ça arrive finalement, ces parcelles, dans le giron de la commune. Alors, il y a toujours une possibilité pour les personnes et les familles concernées de récupérer ce bien. Donc c'est vraiment, en plus ça permet à certaines familles de découvrir qu'ils ont des biens sur la commune, et ça peut être intéressant. Des acquisitions amiables aussi qui ont été menées. Je vous parlais des usages et de trouver des activités sur ces parcelles. On a commencé à le faire avec un partenaire qui s'appelle le Conservatoire d'espaces naturels. On a mis en place des conventions d'usage sur les parcelles, sur de l'oléiculture, sur de l'apiculture, sur de l'élevage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un dossier qui a été accepté fin 2022, début 2023, qui nous permet aujourd'hui, dans les zones naturelles, d'être financé à 80% pour les acquisitions foncières. C'est exceptionnel dans la région, il n'y a que 2 collectivités qui ont ça, dont Montbazon. Et ça, c'est grâce aussi au travail de vos élus. Je voulais faire un focus également sur le diagnostic agroécologique, puisque là aussi, on avait pour ambition de réunir la profession agricole, de valoriser le travail des agriculteurs sur notre territoire et d'encourager à la création d'une zone de production diversifiée, bio, vivrière, sur la commune. Donc, on a commencé un travail, il n'est pas fini, puisque c'est vraiment un travail stratégique sur plusieurs années. On a travaillé avec la Chambre d'agriculture, le Conservatoire d'espaces naturels, le CIVAM Bio et Fablim, pour tendre vers une réflexion, là aussi encore, et j'insiste, avec nos agriculteurs, pour déjà mieux les connaître, mieux identifier leurs besoins, leurs difficultés, tendre pourquoi pas vers la diversification des productions, promouvoir l'alimentation locale et concilier les enjeux agricoles et écologiques. Donc on a mené un travail avec le projet alimentaire territorial du bassin de Thau. Ce qui est bien, c'est qu'on a été financé du coup à 80% pour faire ça, pour mener à la fois des réunions, des entretiens avec les agriculteurs, mais aussi une enquête citoyenne que vous avez peut-être vu passer dans l'été et qu'on vous restituera dans les semaines à venir. Et cette étude va alimenter le sujet suivant que je vais vous présenter et qui va être assez important dans les 2 ans à venir. Dès 2020, nous avons, au niveau du conseil municipal, voté la révision du PLU. Pourquoi? Parce que dès la campagne, on souhaitait maîtriser l'évolution de l'urbanisation. Et alors, ça a pris un peu de temps avant de la lancer, cette révision de PLU, parce que notre autre engagement de campagne, c'était de mobiliser les financements extérieurs. Et faire financer un PLU, en gros, c'est impossible. Mais impossible n'est pas mon basinois. Donc, nous avons fait un dossier qui nous permet d'intégrer les enjeux environnementaux qui ont été très mal faits dans le PLU précédent. Le PLU précédent est plutôt bien fait sur l'ensemble des composantes, mais sur l'intégration des enjeux environnementaux, il y avait de quoi faire. Donc, on a été financé à 80% par la région Occitanie pour mener des études sur la trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est une politique qui est inscrite dans le code de l'urbanisme, donc c'est obligatoire de l'intégrer dans le PLU, qui vise à ménager des corridors pour la faune notamment. Une étude également sur la trame noire. Vous savez qu'on a lancé l'extinction lumineuse en cœur de nuit. La trame noire, ça doit nous aider à faire une stratégie lumière. Notre parc d'éclairage public est vieillissant à Montbazon. Ça pose pas mal de problèmes, et notamment au niveau énergétique, même sur les heures d'allumage, ça coûte. Et on souhaite également lancer une étude sur le zéro artificialisation net, qui là aussi arrive dans les codes de l'environnement, notamment. Et ce zéro artificialisation net, il doit aussi nous permettre d'avoir une vraie stratégie pour limiter l'artificialisation de notre territoire. Parce qu'il y a un vrai enjeu derrière ça. Notre commune, aujourd'hui, on est à, vous savez combien d'habitants? 3000, c'est bon, vous êtes opérationnel. Demain, si on atteint les 3500 habitants, il y a une loi qui s'appelle la loi SRU, qui est très bien, qui vise la mixité sociale. Sauf que dès qu'on passe les 3500 habitants, on doit avoir 25% de logements sociaux. Aujourd'hui, on en a entre 6 et 7. 7 ou 8. Bref, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les communes autour de nous, vous prenez Poussan, vous prenez Gijan, qui ont explosé dans les dernières années, ils sont obligés de créer des barres d'immeubles comme dans les années 70. Donc, la mixité sociale, on en est loin. Et ils artificialisent leur territoire pour respecter ces engagements. Et du coup, la mixité sociale n'y est plus. Donc, nous, on veut vraiment poser ces engagements au niveau stratégique dans cette révision de PLU. Et le dernier sujet, c'est une perspective pour 2024. Et là, je vais revenir sur les éclairages, puisqu'avec Stéphane, on a mené un dossier sur le fonds vert qui nous permet d'avoir 80% de subvention sur un projet à 100 000 €. Alors, pourquoi faire?
Notre engagement de campagne, il visait la diminution de l'intensité des éclairages sur la commune. On est allé plus loin avec l'extinction en cœur de nuit, comme toutes les communes aujourd'hui s'y sont mises, d'ailleurs, avec la crise énergétique. À travers ce dossier, on vise à remplacer les lampadaires boules. Vous voyez ces lampadaires un peu vieux avec une boule qui éclaire plutôt le ciel et pas la rue. Ces lampadaires boules, ils vont être interdits en janvier 2025. Fait exceptionnel, à la suite du plan de relance, on a le fonds vert qui finance des obligations. D'habitude, les obligations, c'est pas du tout finançable. Donc avec Stéphane, on s'est dépêché de faire le dossier, avec l'appui de nos services techniques et notamment du DGS, pour être financé pour la suppression de ces lampadaires boules et ces remplacements. On les remplace par des luminaires avec des LED ambrés, jaune-orangé, comme la métropole de Montpellier d'ailleurs. Des occultants côté façade, alors c'est des petits détails, mais c'est pour éviter les intrusions dans les logements. Ça joue sur la santé humaine et sur le sommeil. On va aussi en profiter à travers ce dossier pour faire l'acquisition d'un outil de pilotage pour l'extinction nocturne. Quand on a des activités, quand on a des événements sur la commune, c'est quand même beaucoup plus facile d'appuyer sur un ordinateur que de faire toutes les armoires. Bertrand. On va supprimer quelques points lumineux inutiles. On en a qui éclairent les champs, ça ne sert pas à grand-chose. Et on va enfin installer des panneaux en entrée de village pour signaler l'extinction nocturne. Donc là encore, un gros travail mené par vos élus, les services techniques que je remercie, parce que derrière, c'est financé à 80% et c'est là aussi assez exceptionnel. J'aime bien le souligner. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Lemoine, adjoint à l'urbanisme et aux travaux. Bon, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Là, on a attaqué le morceau, c'est la dernière partie, enfin, aujourd'hui, on a encore une partie sur la sécurité. Donc, je vais essayer d'être assez concis, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va le faire en 4 parties. Une première partie, on va parler des chantiers réalisés en 2023. Ensuite, on fera une petite parenthèse sur le patrimoine avec Marie-Antoinette. Ensuite, on parlera de toutes les études qu'on a fait en 2023. Puis, je vous parlerai du programme de travaux sur 2024 et 2025. Alors, dans les chantiers réalisés en 2023, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que on a subi 2 choses. Première chose, c'est l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, on s'est retrouvé avec 200 ou 300 000 euros d'énergie en plus à payer. Il a fallu trouver des économies. Vous avez tous participé au choix des économies. Donc ça, c'était le premier frein. Et le deuxième frein, c'est qu'on a attendu 2023 le remboursement de tous les travaux qu'on a pu faire en 2022, notamment les 1,5 million de la cour d'école. Donc il nous reste encore 500 000 euros à toucher en subvention, plus 200 000 euros de TVA, c'est ce que disait Josian tout à l'heure. Et donc, donc on avait vidé les caisses, quoi, en fait. En fait, nos caisses, elles étaient au gouvernement. Nous, on les avait plus. Donc là, les sous sont rentrés, on s'est engagé à ne pas faire de crédit. Donc, on a fait de crédit. En 2023, en fait, on s'est préparé, on a fait surtout des études, et je vous en parlais tout à l'heure. Donc, les chantiers 2023, c'est la fin de la rénovation énergétique de l'école et de la cour d'école. Ça n'a pas été facile de terminer. On a eu des défaillances d'entreprises, 2 ou 3 entreprises. Donc ça, c'était gros boulot. On a fait pas mal de boulot avec les agents. Noël Tessier, qui est donc la nouvelle responsable des services techniques, là, depuis plus d'1 an et demi, a formé les gars. On a fait 8 tonnes d'enrobés. Je pense qu'on n'avait jamais fait ça à Montbazin, 8 tonnes d'enrobés. Et puis, on a réussi à faire refaire les berges de la Veine en bas du jardin méditerranéen. C'est l'aglo qui a porté le projet, ça nous a rien coûté. Voilà. Tous ces travaux, je reprends, travaux de l'école étaient financés à 80%. Marie-Antoinette Fischer, déléguée au patrimoine. Plus haut, Marianne. Plus haut, d'accord. Nous avons fait la toiture de la chapelle, la toiture du chœur de la chapelle, qui nécessitait lourdement d'être reprise. Et il nous reste maintenant à faire les peintures murales. Pour cela, nous avons dû attendre l'autorisation de la DRAC, savoir qu'il fallait que les murs soient suffisamment secs pour pouvoir procéder à ces travaux. Alors, tous ces travaux, il y en a eu pour un coût total, de 163 000 euros, financés à 80% par des subventions. Par ailleurs, nous avons à faire la porte médiévale derrière le château
Et celle-là est également financée à hauteur de 80%. Il y en aura pour 55 000 €. Voilà. J'ajoute un dernier petit point, c'est que nous avons dès mardi un rendez-vous pour faire un devis pour restaurer le vitrail de la chapelle qui a eu une rencontre malheureuse avec quelques cailloux qui sont arrivés, enfin qui ont volé. Voilà. J'en dirai pas plus. Merci beaucoup. Juste pour situer ces travaux dans le temps, les fresques de la chapelle, l'appel d'offres est en cours, les entreprises sont en train de répondre. On espère que l'appel d'offres sera fructueux et qu'on pourra lancer les travaux en début d'année 2024. Et concernant la porte romane, pareil, l'appel d'offres est en cours. On a fait une première réunion avec l'architecte, on est en phase de négociation avec les entreprises, et pareil, on va traiter en décembre, on pourra démarrer les travaux en 2024, début 2024. Donc ça, c'est du concret, c'est parti. Encore une fois, les travaux sont financés à 80%, y compris la porte romane. Alors, ensuite, on va parler des études. Donc, comme je vous disais, en 2024, 2023, on n'a pas fait beaucoup de travaux, mais on s'est préparé pour 2024. Donc, on a lancé pas mal d'études. On a fait des diagnostics amiantes sur pas mal de bâtiments, notamment on a fait les services techniques, parce qu'on a l'espoir de mettre des panneaux solaires là-bas. Donc, avant de lancer quoi que ce soit, on fait des diagnostics. On a fait des diagnostics sur des morceaux de bâtiments qu'on veut démolir pour les futurs chantiers. Donc, on a fait pas mal de choses. On a profité pour former le personnel. On a formé le personnel à la serrurerie, on a formé le personnel en reprise de voirie, aux espaces verts. Enfin, je pense qu'on a déjà fait tant de formation. On a fait des analyses pour des sites pour l'installation de panneaux photovoltaïques. On a fait des diagnostics électriques, notamment sur les arènes. On a fait des diagnostics énergétiques sur les bâtiments. Et puis, on a fait divers chiffrages pour les réparations des bâtiments. Donc voilà, ça c'était pour la partie études. Ensuite, je vais vous parler des travaux, de tout ce qu'on lance en 2024-2025. Alors, j'espère que vous allez voir. Voilà. Alors ça, c'est un extrait du planning. En fait, on a fait la liste de tous les travaux qu'on souhaitait faire et on les a planifiés dans le temps sur 2024-2025 avec Noël Dessier et avec toute la partie études. Alors, les barres que vous voyez là, c'est pas que la partie travaux, c'est la partie gestion du dossier. Des études, demande de financement et travaux. Donc là, la fin de la barre, c'est la fin des travaux. Ça, c'est si tout se passe bien. Alors, je vais un petit peu détailler. Donc, toiture mairie, salle des mariages. Donc, on a un problème sur la mairie qui prend l'eau depuis de nombreuses années, avec une salle qui est condamnée au premier étage, ancienne salle des mariages, avec le campanile qui est en train de tomber. Donc, ça, on assure la maîtrise d'œuvre en interne. C'est Noël Tessier qui fera le suivi de chantier et la maîtrise d'œuvre. On va lancer des consultations, on espérait fin d'année, ça va être un petit peu juste, mais en début d'année prochaine, on lance les consultations. Donc ça, c'est 60 000 € de travaux financés à 80%. Ensuite, le poste de police. Donc le poste de police, on va faire 20 000 € de travaux dans le poste de police. Alors, ce n'est pas des gros travaux, mais on va un peu rafraîchir, on va leur agrandir le local pour qu'ils puissent avoir un bureau pour recevoir les citoyens indépendamment, qui ne soient pas dans la pièce commune au milieu. C'est surtout du rafraîchissement, 20 000 € de travaux financés, pareil, à 70%, 80%. Par la région, ouais, surtout. L'éclairage des arènes. Donc, les arènes, l'éclairage il est vétuste depuis des années. On a les enfants qui se réunissent tous les jeudis soirs, l'été, là. Et on a vraiment un problème de sécurité. Donc, on s'est fixé comme objectif, et là, on n'est pas financé, pour faire ces travaux avant la reprise de la saison de cette année, avant le mois de juin. Donc, photovoltaïque sur les bâtiments des services techniques, là, c'est à l'étude. Hein, ça, c'est Stéphane qui s'en occupe. On espère faire ça en 2024. Là, on n'a pas encore décidé si c'était autoconsommation, si on louait le toit, si on achetait les panneaux, tout ça, c'est à l'étude. Abassons et clocher de l'église. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais notre église a ses abassons. Les abassons, ce sont les planches en bois qui sont en haut du clocher, qui rabattent le son vers le sol. Donc, ils sont en très très mauvais état. Au début de mandat, on est monté dans le clocher, on les a sécurisés. Là, ils sont tous accrochés avec des câbles pour ne pas tomber en bas dans la rue. Mais ça ne peut pas rester éternellement comme ça. Donc, on a prévu de faire ça en 2025.
Géothermie d'école. Donc ça, c'est la dernière phase sur les travaux à l'école. Donc là, il y a 200 000 euros de travaux, c'est pas rien, 200 000 euros de travaux financés à 80% pour faire de la géothermie. Donc on supprimera, alors on va laisser la chaudière gaz parce qu'il faut un complément de chaudière gaz pour les jours les plus froids de l'année. Mais on va installer la géothermie qui nous permettra donc d'aller chercher des frigories et des caloriques dans le sol et on n'aura plus de frais de chauffage à part un peu d'électricité pour la pompe à chaleur. Voilà, c'est des grosses économies. Donc, ça coûte cher au départ, c'est beaucoup financé et derrière, c'est des grosses économies de chauffage. Ensuite, pour 2024 encore, l'agrandissement et l'accessibilité du cimetière. Donc aujourd'hui, le cimetière n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, et il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite qui visitent le cimetière. Donc ça fait partie des travaux qu'on va lancer. On ne sait pas encore si on les fait nous-mêmes, si on le fait en interne, avec une entreprise, mais on va notamment soigner toute l'entrée du cimetière qui a 20 cm de gravier qui empêche de marcher ou de lever avec un fauteuil. Donc ça va être la première phase. Et on va également agrandir le cimetière. Alors ça ne va pas être un grand agrandissement, on va un peu pousser les murs de manière à pouvoir avoir des sépultures vers les arènes et vers le château d'eau. Un chantier qui est lancé aussi par le service technique, c'est la gestion différenciée des espaces verts. Donc ça, c'est plutôt Aurélien qui pilote. Donc on forme le personnel là-dessus. C'est en fait de ne pas travailler sur tous les espaces verts en même temps et laisser certains espaces verts pousser et d'autres plus entretenus, plus lourds et avec des tailles aussi un petit peu plus sévères. Alors, la place des colonnades, ça c'est ce dont vous parlez Marjorie tout à l'heure. Donc ça c'est le chantier d'insertion. Donc à partir du 1er janvier, enfin, il y aura 12 personnes qui viendront tous les jours pour travailler sur cette zone, sur ce quartier, avec un éducateur et une personne encadrant. Ils s'installeront dans la salle des colonnades, donc les associations ne pourront pas profiter de la salle des colonnades pendant 6 mois. Ils auront dans cette salle des formations, des cours, c'est là où ils prendront leur déjeuner. Et les travaux, alors on ne sait pas exactement les travaux qu'ils vont faire parce qu'en fait, en fonction du public qu'ils vont réussir à recruter, ils seront en mesure de faire certaines choses et pas d'autres. Mais en gros, c'est le réaménagement de la place, donc c'est assez succinct, hein, mais on fait du pavage de manière à avoir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite jusqu'au bureau de poste. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il y aura quelques jardinières. On va peut-être abattre un arbre là, pour donner un petit peu de volume. Donc ça, c'est sur la place des colonnades. Et sur la maison des sports, donc on vous parlait tout à l'heure de l'automate pour la médiathèque. Donc ils vont faire le local qui va permettre de recevoir l'automate. Pardon. Et on va également le mur qui sépare la maison des sports de la rue des Colonnades. On va descendre ce mur au niveau de la voirie, de manière à réintégrer la maison des sports dans l'espace public. Là, elle est coincée entre les murs. Et donc, on va réouvrir cet espace, ce volume, pour que ça devienne un quartier un petit peu plus aéré. Et ça, on en profitera pour élargir le passage des piétons qui descendent des colonnades, qui ne sont actuellement pas à la largeur normale pour la personne à mobilité réduite. Alors, ensuite, on va les projets de voirie. Donc, le premier chantier qu'on attaque, là, c'est la place de la mairie, la place de l'église, pardon. Donc ça, c'est bon, on a été financé à 80% par le département. Donc on a présenté un projet. Alors tous ces projets, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de mandat, on a fait un groupe de réflexion citoyen sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc de ces réunions sont ressortis plein de sujets. On avait tourné dans le village, on avait identifié plein d'endroits où il y avait des difficultés pour les gens en poussette, en fauteuil, les personnes avec des cannes et autres. Donc, il y avait plein d'endroits qui avaient été identifiés. Et là, maintenant, on attaque les travaux sur ces endroits qui avaient été identifiés. Donc, la place de l'église en est un. Ce qu'on souhaite faire, c'est élargir le trottoir devant l'utile et la boulangerie, de manière à ce que les gens puissent circuler sans marcher. Il y a des bouteilles de gaz, des caddies, etc. Donc, on va élargir ce trottoir en reculant les voitures. Le bureau de tabac qui va venir s'installer dans l'ex-pharmacie, actuellement, l'accès à ce bureau de tabac n'est pas conforme. Il faut donc remonter le trottoir, il faut réaménager la place handicapée, il faut baisser les bordures de trottoir pour que les piétons puissent circuler. Donc tout ça, ça va se faire dans le cadre d'un seul chantier.
qui va être lancé en consultation en début d'année prochaine pour pouvoir se faire en 2024. Dans ce chantier, on va essayer en même temps d'intégrer la sécurisation du carrefour entre la route de Poussan et la Gare. Alors on a un projet, alors on ne peut pas faire des miracles parce que les maisons sont là. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour freiner les voitures et redonner la place aux piétons dans cette zone. Donc ça va passer par remettre de la signalisation, du balisage au sol, mettre un stop supplémentaire, élargir le passage pour les piétons, les zones où les piétons passent. Le but du jeu, encore une fois, c'est de ne pas privilégier la voiture, mais plutôt de privilégier le piéton. Donc je vous disais, le dossier d'après, c'est la circulation apaisée et l'aménagement piéton. Donc circulation apaisée, c'est encore une fois, c'est on roule moins vite et les vélos et les piétons trouvent leur place. Donc on a fait un gros boulot donc, avec le GRC, là, on a fait un gros boulot d'identification. On a refait un deuxième gros boulot pour réfléchir à chaque truc. On a en fait identifié 21 endroits, 21 sites sur lesquels on doit travailler. Alors quand je dis il y a le site, il y en a, c'est toute la gare, c'est un site, hein, donc c'est pas que des petites bricoles, quoi. Et donc là, on a prévu 220 000 € de travaux. On ne pourra pas se faire financer par un autre organisme que l'AGLO, donc on sera financé que à 50%, c'est déjà pas mal. Oui. Mais bon, ça fait encore plus de 100 000 € à sortir de la part de la mairie. Et donc ça va démarrer, là, on va lancer les consultations, et ça va s'étaler sur 2024-2025. Il y en a un petit peu partout dans le village, hein, en fait, c'est partout où les piétons n'arrivent pas à passer, et le chemin des Romains, l'école, on va essayer de faire des chicanes, enfin, encore une fois, je suis pas sûr que tout le monde soit content hein, avec ce qu'on va faire, mais le but du jeu, c'est que les voitures n'arrivent pas à rouler vite. Voilà, c'est ça, hein, le but c'est ça, c'est déranger les automobilistes pour privilégier les piétons. Voilà. Alors, on a prévu une campagne de réparation ponctuelle des voiries aussi. Donc là, il y a 60 000 € de travaux. C'est des grosses réparations ponctuelles qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, qui sont trop importantes, et pour lesquelles on va faire venir des entreprises. Ensuite, il y a l'ancien chemin de Poussan. Bon, ça, c'est un tout petit site, mais le chemin de Poussan, les gens ne peuvent plus rentrer chez eux. Là, il manque 150 mètres linéaires d'enrobé. Donc, ça, c'est pareil. On va le faire au début d'année. Rénovation d'éclairage public, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, 100 000 € de travaux. C'est ça. Réparation des chemins. Donc, il y a 3 principaux chemins, Autenègre, Romain et Gélard. Donc, ça démarre dans 15 jours. Le 4 décembre. Donc, Gélard, on refait avec couche et les autres, on fait des grosses réparations. On ne refait pas les chemins, on n'a pas encore les moyens de refaire les chemins, mais on fait des grosses réparations pour éviter les 150 km des Romains qui sont là. Quand je dis les Romains, c'est sortie de village. C'est le chemin des Romains, c'est après la sortie du village. Et puis, en Tonègue, c'est des réparations ponctuelles, on a des énormes trous. Ensuite, 2 petits chantiers, pardon, qui étaient votés dans le cadre des budgets participatifs. Donc, aménagement de la Pont Vieille, c'est en bas de l'avenue de Bilberac, ça démarre, c'est fait en interne par les services. Pardon. Lundi, ça démarre lundi. Et aménagement rond-point des Oliviers, on essaye de faire une réunion avec les riverains pour pouvoir lancer ce truc-là. Et dernier gros chantier, c'est rue Carrieras. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que vous vous souvenez, on avait fait en début de mandat une étude qu'on avait appelée sens de circulation. On avait fait venir un bureau d'études, un Jérôme qui avait beaucoup travaillé, qui nous avait sorti une étude. Et on avait arrivé à une conclusion, donc un plan de circulation. Ce plan, c'est la création d'un chemin qui passe sous le cimetière, qui rejoint la Navalade, qui permet de désenclaver tout le quartier du Mazarno, et mise en sens unique de la Carrieras et de Chemin des Romains. Hein, donc ça, c'était le gros truc qui sortait du sens de circulation. Donc ça, on n'a pas commencé. Hein, on se prépare, on n'a pas commencé. Donc le premier chantier qu'on veut mettre en haut, c'est la rue Carrieras. Donc la rue Carrieras, à refaire, pas à refaire juste des petites bordures, hein, on refait la haute, on change le profil, on met des pavés, enfin, c'est un gros projet. Peut-être on enterre les réseaux, peut-être, c'est pas sûr, ça coûte tellement cher. Mais voilà, ça c'est le gros projet. Et on se l'est mis en objectif en 2025-2026. Alors c'est très ambitieux, mais en fait, quand on a démarré le mandat, on pensait avoir 750 000 € de la part de l'AGLO en fonds de concours. Et certaines communes ont voulu revoir les règles du jeu
Et de 750 000 euros, on est passé à 560 000 euros et ce qu'on a perdu est revenu dans les poches des grosses communes. Mais il y avait quand même une chose en milieu de mandat, on devait en reparler. Donc on est en train d'en reparler et on essaye de récupérer de nouveau les 200 000 euros qu'on avait perdus, de 750 à 560 et 190 000 euros. Donc on essaye de les récupérer et ces 190 000 euros serviraient à financer la moitié de la rue Carrières. Du coup, de la rue Carrières. Voilà, moi je crois que j'ai fait le tour. Oui, alors, juste, c'est la dernière slide, donc j'avais quand même envie de remonter un petit peu sur les derniers mots de Bertrand sur l'agglo. Juste 10 secondes pour dire que l'agglo envisage de rénover notre déchetterie. Donc là, je n'ai pas d'éléments précis à vous donner, mais la déchetterie devrait changer complètement. Il y a des gros travaux qui doivent être engagés prochainement. De la même manière, on a un autre partenaire qui est le département qui va bientôt commencer. Vous allez voir les tickets, les informations. C'est le département qui va refaire le morceau de départemental qui manque entre la route de Guérac et le rond-point. Et donc, oui, bon, donc sur l'agglo, partenaire important, il y a plusieurs dossiers. Et si on arrive, oui, juste dire que c'est un séminaire qui a lieu jeudi prochain, donc les vice-présidents, les maires de cette agropole Méditerranée vont devoir aller discuter de ce sujet-là, de cette récupération éventuelle de fonds de concours, au-delà des 562 000 euros qui nous ont été assignés en début de mandat. La slide est déjà passée, donc je voulais vous parler un petit peu quand même de sécurité routière et d'incivilité. On en a parlé un peu. Il y a pas mal d'éléments déjà que Bertrand prévoit avec sa délégation et Noël donc d'engager assez vite. On a parlé de plusieurs carrefours. Je voulais vous annoncer un petit peu dès aujourd'hui, puisque après vous aurez les affiches. Le 16 janvier, donc c'est mardi, en mairie, on va recevoir la gendarmerie nationale et notre police municipale pour parler sécurité. Donc, vous pourrez poser vos questions, ils nous expliqueront un petit peu certains éléments statistiques sur l'année écoulée, quelques comparaisons avec les communes d'à côté, peut-être qu'ils vous diront le travail qu'ils font. Il y a un gros boulot, enfin, je ne peux jamais communiquer sur ces sujets-là, je ne peux pas vous dire qu'une telle personne a pu être arrêtée ou pas, mais il y a du travail qui est fait de police sur le village. Il n'y a pas une très très grosse délinquance, mais il y en a un peu, et moi je suis au contact au quotidien. Cette fois-ci, le nouveau lieutenant a proposé de venir vous voir. Donc je vous invite tous, on ne rentrera pas tous, hein, mais on fera d'autres réunions. Là, si vous venez à ça, on ne rentrera pas dans il faudra réserver ici, mais il faudra pousser une association. Parce que tous les soirs, la salle polyvalente est prise. Peut-être vous expliquer qu'on a une extension du réseau de caméras, on ne l'a pas mis dans les travaux à réaliser parce que c'est déjà lancé, ça sera voté, validé par une commission en décembre, le 15 décembre de mémoire, une commission de la préfecture qui va nous autoriser à rajouter 2 caméras supplémentaires. Ce seront des caméras internes au village, donc pas des caméras d'entrée qui filment les voitures, mais des caméras de situation, notamment au carrefour de la route de Poussin, qui a été cité longuement par Bertrand. C'est l'endroit où il y a eu une barricade en feu il y a quelques mois. On n'en a pas parlé ce soir, mais je n'ai pas tellement de très mauvais souvenirs pour moi. Donc on n'en parlera pas de la fête votive aujourd'hui, de la fête du village. L'autre endroit sera le jardin. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? L'équipement des policiers municipaux, ils ont un nouveau terminal de verbalisation, donc garez-vous bien, 2 fois plus de matériel pour dresser des contraventions ou autres travaux qu'ils ont à faire. Notamment, ils auront également des nouveaux gilets pare-balles plus légers, plus efficaces pour eux. Un truc qui était très très lourd, ça pèse quand même 3,5 kg ce machin-là. Je ne sais plus quel autre équipement, je ne me rappelle pas. Aménagement des voiries, ça a déjà été longuement présenté par Bertrand. Donc notez le mardi 16 janvier. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous raconter de plus aujourd'hui? Moi j'arrive à la fin en fait. Donc, juste vous remercier pour votre attention. C'était un peu long, mais je pense que c'était assez complet. Par contre, vous pouvez maintenant poser vos questions